Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les députés, mais c'est surtout mesdames. Chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord, je vous dois quelques excuses pour vraiment ce passage très rapide, mais je tenais à être là. Et pour autant, il y a les séances actuellement, comme vous le savez, sur la réforme de la Constitution que je préside. Et la pause est brève entre les deux séances, donc je serai obligé de vous quitter. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à la représentation, mais je suis très heureux de vous saluer toutes et tous ici, dans cette salle de l'hôtel de la SEC, que je souhaite toujours ouvrir à des initiatives qui sont évidemment là portées par des députés, et je les salue au passage, Sandrine Meurck, Daniel Casarian et Brigitte Lizaud, mais qui ont surtout vocation à ouvrir notre Assemblée aux citoyennes et aux citoyens. Et si vous n'en êtes pas déjà convaincus, soyez-le. Les députés sont ici les représentants des citoyennes et des citoyens, et ils sont en interaction permanente. Ils sont connectés au sens propre et au sens figuré avec les Françaises et les Français, et c'est ça qui fait la richesse de l'Assemblée nationale, et je souhaite que ça se concrétise, y compris par ce type d'initiative. Le spectacle qui conclut cette journée me donne l'occasion non seulement de vous saluer, mais de vous encourager à poursuivre ce travail de réflexion sur un sujet difficile. Vous avez sans doute tenté de procéder tout à l'heure à un état des lieux en vous demandant avec calme, sérieux, objectivité, loin des idées reçues, quel était le profil aujourd'hui des personnes radicalisées et qu'est-ce qui peut faire basculer des jeunes dans la radicalité. Cet effort d'analyse est absolument indispensable avant d'entamer toute action publique, et il en faut dans ce domaine. Vous avez hissé le débat sur le thème de la prévention, qui est une ambition en soi sur ce sujet comme sur d'autres, mais qui est absolument indispensable, car évidemment, s'il y a une nécessité de pénaliser, donc de réprimer certains comportements, et en votant pour cela des lois adaptées, et c'est notre rôle de parlementaire, et ensuite d'avoir une administration de la justice, de la police qui soit efficace, il faut aussi évidemment faire un travail de prévention si on veut tout simplement être efficace. C'est vrai qu'on pense souvent, on dit souvent que la radicalisation, notamment d'une partie de la jeunesse, ça touche, il faut bien le dire, plus la jeunesse, est à première vue en tout cas une défaite, un échec de ce que l'on appelle souvent nos politiques d'intégration fondées sur d'abord la transmission de valeurs, le partage de valeurs, par l'éducation, par la mise en œuvre concrète au jour le jour du principe de laïcité, et on voit que évidemment cela ne va pas de soi, mais que lorsque nous y arrivons, et notamment par la transmission des grandes œuvres culturelles, littéraires, eh bien chacune et chacun trouve sans doute plus sa place dans la société. On peut le dire de ce point de vue, sans doute d'autres l'ont dit avant moi, que la culture est une arme, en quelque sorte, et évidemment une arme pacifique, bienveillante. Il faut veiller à ce qu'elle le reste, émancipatrice aussi, et c'est important de le rappeler, face à la haine, qui est une autre forme d'avilissement ou d'enfermement. Une arme contre les armes, il faut bien le dire, puisque ce n'est pas que de la théorie. La violence s'exprime concrètement, notre pays est bien placé pour le savoir, et ce n'est pas un hasard si dans l'histoire européenne, et notamment l'histoire de la France, l'idéal humaniste s'est levé après les ravages des guerres de religion pour tenter d'y mettre un terme. Et c'est un élu de Nantes qui vous le dit, et l'édit de Nantes, eh bien, il a été voulu justement pour tenter de dépasser une guerre de religion. Les mots sont beaucoup plus que des mots lorsqu'ils servent à exprimer une pensée complexe, à susciter le débat, à se confronter à l'autre, à penser par soi-même, au lieu de s'en remettre à des schémas simplistes, à des slogans
préfabriquées et imposées d'en haut. C'est tout le sens de ces lettres à Nour que vous allez entendre de la bouche même de leur auteur. Nour est un beau prénom, fort poétique, qui sonne en lui-même comme poétique, mais qui signifie aussi la lumière, et c'est sans aucun doute la meilleure réponse face à l'obscurantisme, qui est une forme de noirceur, de nuit, que Rachid Benzine viendra allumer la flamme de la connaissance et de l'espoir en lisant son texte. Entre un père épris des Lumières et une fille séduite par le drapeau noir de Daesh, c'est une correspondance nourrie, inquiète et intense qui va être lue devant vous. De la même chair, de la même culture et de la même religion, comment deux visions du monde aussi différentes ont-elles pu émerger et comment le dialogue reste-t-il possible entre elles? La raison n'est jamais sûre de l'emporter, mais le questionnement du philosophe reste sans aucun doute la meilleure manière de rompre l'isolement dans les certitudes, l'enfermement idéologique qui conduit parfois au passage à l'acte. Rachid Benzine rappelle au passage qu'on peut être musulman sans devenir islamiste. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Il nous montre par son exemple qu'un islamologue savant peut et doit s'autoriser une approche critique du Coran, comme de toute autre religion, et comme cela se fait dans toutes les religions, bien évidemment, et que l'instrumentalisation politique des livres sacrés n'a plus rien à voir avec la foi personnelle. Il nous redit enfin que la culture reste l'horizon de ceux qui veulent vivre ensemble dans cette fraternité que le Conseil constitutionnel a eu tout récemment l'occasion de reconnaître comme consubstantielle à nos principes républicains. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture à l'instant. Merci.